bonsoir à tous. Je vous présente Thibaut, je suis Pierre, on travaille chez Tiller Systems. On va vous présenter rapidement l'évolution de notre organisation produit depuis ces 4 dernières années, à savoir depuis la création de Tiller. Voilà, je vais vous présenter rapidement l'agenda, si ça va. Tac. On va présenter Tiller, qu'est-ce qu'on fait, tout le monde ne connaît pas. Notre équipe très rapidement, l'évolution donc de cette orga, vous verrez, il y a 5 grosses phases qu'on a essayé de mettre en parallèle avec l'évolution d'un homme avec un grand H. Et puis ensuite, on va se focus sur notre orga actuel et puis on va dérouler un peu sur les constats qu'on a fait jusque-là. Cool. Donc Tiller, qu'est-ce que c'est? Déjà 3 grands axes au niveau du produit. Enfin, vous avez peut-être entendu parler de Tiller sur la partie caisse enregistreuse. Effectivement, on fait une caisse enregistreuse sur iPad. Pas très sexy comme ça, mais au final, vous l'avez peut-être vu chez les restaurateurs. Et on a derrière quand même un outil de gestion, ce qui a vraiment fait le changement au niveau du marché, qui permet de voir en temps réel ces données et d'avoir un peu d'intelligence sur comment gérer son commerce ou son établissement. Dont une application iPhone où les gens ils passent fraîchent pour voir le chiffre d'affaires en temps réel dans leur établissement. Pas trop dark pattern pour l'instant, mais et le troisième gros pilier, c'est les intégrations. En fait, on vient devenir un peu l'outil central du commerçant qui puisse gérer l'ensemble de ces services tierces qui se développent de plus en plus. À savoir par exemple Uber Eats, Deliveroo, voire aussi de la fidélité qui va être intégrée. Et comme ça, toutes les informations vont sur le même endroit et ils peuvent donner un peu plus d'intelligence. En quelques chiffres, donc 4 ans, on a été créé en 2014. Aujourd'hui, il y a 170 salariés dans 3 pays. Donc Paris, Barcelone et Milan. On en ouvre 2 l'année prochaine. On a plus de 6000 clients et on a fait 25 millions de levées depuis le début. Notre équipe produit aujourd'hui, donc Thibaut et CPO, on est 4 product managers et on a Arthur, notre product designer. Le montant de la levée, l'équipe, on va voir ça un peu au fil de l'évolution de notre équipe. Voilà, c'est un peu la photo actuelle. Donc comme Pierre l'a dit, l'idée c'était un petit peu de reprendre depuis le début de la création l'ensemble des changements de l'organisation un peu du produit en fonction de l'étape de la boîte. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'on aime bien changer l'organisation tous les 6-8 mois un peu au produit, c'est un peu notre passion. Et donc 2014, création de la boîte, on l'a appelé un petit peu le baby time. 2 cofondateurs qui ne sont ni tech ni produit, donc c'était à l'époque Dimitri et Joseph qui se lancent dans le produit. On va créer une caisse enregistreuse, développement avec un Indien en Inde, un produit, l'objectif c'était de trouver de l'attraction, un produit qui lance, la caisse qui nous calcule mal la TVA, au final le produit marche, les PowerPoints sont jolis, ils arrivent à faire une levée de fonds, le seed funding. Ce qui nous amène un petit peu à la période un peu hyperactive comme on l'a appelé. Donc moi qui l'ai rejoint à ce moment-là en juin 2015, j'avais pas trop d'expérience produit, je me retrouve à faire 70% de mon temps à faire du customer success, donc répondre au téléphone des clients. Il faut répondre aux besoins des clients tout de suite. On est dans le B2B, on revient dans le contexte, c'est-à-dire que en plus dans un produit qui est utilisé de façon très intense. Donc il faut vraiment que le produit marche, qu'il réponde aux besoins. Donc vite, il faut délivrer, on délivre un maximum. On essaie d'avoir le maximum de clients possible et de les rendre les plus heureux. Au bout d'un an, on arrive quand même à avoir 200 clients, ce qui est pas mal sur le secteur. Et du coup, ce qui nous amène à une série A de 4 millions. Ouais, cette série A, elle arrive en janvier 2016. 2016. Et à partir de cette série A, l'objectif c'était de se dire il faut absolument qu'on structure l'équipe, qu'on soit hyper organisé et qu'on puisse suivre la performance de nos devs, savoir si ça roule ou si on nous la met un peu à l'envers à certains moments, en gros. Donc on met en place une méthode qui est hyper cadrée, Scrum, on fait nos daily, on fait notre sprint planning, on calcule la vélocité de nos devs, on sait que tel sprint il faut absolument qu'on ait une vélocité de X parce que machin il est en vacances et lui il est en super forme, enfin bref, on est hyper cadré pendant 7 mois environ, ça dure. Pendant ces 7 mois, franchement, ça roule bien. On arrive à aider et à faire en sorte d'accompagner la croissance
une croissance mensuelle à 2 chiffres. À ce moment-là, ça va très vite, très fort, ça vend énormément. Et cette orga a aidé. À ce moment-là, pour nous, c'était la bonne orga. Donc il n'y a aucun regret de l'avoir mise en place. Mais au bout d'un moment, il y a cette frustration et il y a un constat qui était qu'on avait l'impression de perdre beaucoup de temps sur certaines réunions qu'on s'était obligé à mettre en place. Et en fait, on arrive à un moment en début d'année 2017 où on atteint une barre un peu fatidique des 2000 utilisateurs. C'est une super nouvelle pour la boîte. En revanche, au niveau des serveurs, on commence à le sentir. Les clients commencent petit à petit à le ressentir en termes de rapidité d'utilisation de leur app. Et on est sur un secteur où l'app doit cartonner sans une performance au max. Le restaurateur, en l'occurrence, ne peut pas bosser correctement. S'il perd du temps, il perd de l'argent. Mais là, pour le coup, le lien entre les deux est direct, quoi. Donc, on se décide on prend une décision un peu drastique en tant que bon teenager qui se respecte avec un peu de folie et comment dire, d'insouciance et d'arrogance, merci. On décide de faire une refonte et de partir d'une feuille blanche et de redévelopper l'application donc de zéro à partir d'un langage qui est le langage Swift que aucun développeur ne maîtrisait à ce moment-là. Donc on est le teenager, fuck the world, on va tout faire. Et l'objectif, faire en 6 mois ce qu'on avait fait en 2 ans et demi. Exactement, ouais. On est en mars 2017, les gars, à la rentrée, on a une nouvelle app et on tabasse et on rattrape tout et on va pouvoir innover derrière. Sauf que, bien sûr, il y a un sauf que, en fin 2018, on se rend compte que fin 2017, pardon, on se rend compte que à ce moment-là, on avait 4000 clients. Parmi nos 4000 clients qu'on voulait installer sur de nouvelles versions, en fait, on en avait 150. Donc, cette refonte n'avançait absolument pas à la vitesse à laquelle on voulait qu'elle avance. Et on s'était rendu compte que l'équipe produit, c'était un peu défocus des clients. C'était focus uniquement sur cette application, cette liste de features à rattraper entre l'application précédente et la nouvelle. Et on s'est refixé un objectif qui était de se reconcentrer sur les clients, sur la satisfaction, et aussi d'accompagner un peu plus, de réaccompagner l'entreprise dans sa croissance à travers le MRR. Donc, à partir de janvier 2018, on se fixe 2 gros objectifs: avoir un impact sur le NPS, avoir un impact sur le MRR. 2 équipes, avec Maria en product manager et moi. On a chacun notre équipe. On fait une sorte de mix entre les squads de Spotify et entre la roadmap des 3.6 d'Intercom. En 6 mois, on a l'objectif de toucher au NPS de tant de points et d'augmenter notre MRR de temps. Et chaque équipe a des mini-objectifs de 6 semaines qu'ils fixent ensemble et des roadmaps qu'ils vont mettre en place ensemble. Donc ça, cette phase-là, elle est hyper importante pour l'intégration des développeurs dans l'équipe, pour la mobilisation et l'investissement qu'ils ont eu. Et pareil, sans cette phase-là, la phase qu'on va vous présenter juste après, notre organisation actuelle, elle n'aurait pas du tout été la même parce qu'on n'aurait pas ressenti, on n'a pas réussi à faire, d'une remontée certains comportements, on va dire, développeurs qui étaient vraiment impliqués. Et donc 6 fois 6 semaines, pardon, avec des roadmaps de 6 semaines, des devs hyper impliqués. Et cette phase-là, elle a duré jusqu'en septembre 2018. Donc on a une nouvelle méthode qu'on a mis en place. En gros, elle nous a permis. L'idée de la méthode qu'on a mis en place en janvier 2018, c'est vraiment de passer, surtout sur la partie roadmap, de changer du top-down, c'est-à-dire que c'est le board qui décide de ce qu'on va faire pour les 3 prochains mois, et donc des quarterly roadmap, à une méthodologie un peu plus bottom-up, à savoir c'est les équipes qui doivent proposer des roadmaps de 6 semaines pour atteindre un objectif de KPI clé de la boîte à 6 mois. On pourrait effectivement dire que c'est une très bonne méthode, sauf qu'au final,
pardon, vas-y. Donc juste pour revenir un petit peu à l'évolution des... Ouais, rapidement, pour que vous ayez un ordre d'idée du nombre de personnes dans l'équipe tech et produits sur chaque phase, ouais. en fonction de l'évolution. Donc 2014, Intech, Vincent, notre CTO et cofondateur. 2015, deux personnes au produit, 3 à la tech. Ça a été assez linéaire pour arriver aujourd'hui à 21 personnes à la tech, 6 au produit. Donc, juste un petit récap. Un petit récap que vous lirez à la maison. Pareil, mais juste pour le temps que certaines personnes veuillent lire, on va faire un petit vote rapidement à main levée. Est-ce que certains se reconnaissent dans ces 5 phases pour l'instant? Dans une des 5. Ouais, plus hyperactif. Toutes. Ok. Cool. C'est laquelle la plus grosse pour vous? Est-ce qu'il y en a qui sont encore en Scrum Schoolboys vachement? Non, plus. Si. Okay. Le classique. On change de technique. Refacto, ok. On aurait pu faire une presse sur la refonte. Ouais. Parce qu'on peut en parler des heures. Des heures et des heures. Mais on en surtout parlera pas. Final, surtout pas. Ok. Cool, du coup on en vient un petit peu à aujourd'hui. Ce qui a été hyper intéressant, donc, du coup ça nous a quand même réussi ça nous a quand même amené à faire une série B cette année de 12 millions avec 8 millions de surplus pour faire des rachats de la croissance externe. Donc c'est vrai que on change d'orga, on s'adapte à l'évolution de la boîte et je pense que c'est aussi notre métier et c'est ce pourquoi il faut pousser à accompagner la boîte dans sa croissance. Et donc cet été, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Luc, le VP Engineering, qui nous a rejoint, qui a 47 ans, c'est un des premiers à parler du Scrum en France, ancien coach agile, etc. On revient au Scrum. Ouais, on revient au Scrum. Et non, du coup, justement, on ne revient pas au Scrum. Il a posé une question qui était assez intéressante, c'était... au final, donc, il y a les axes stratégiques de la boîte. Comment est-ce que vous bossez et quels sont les projets sur lesquels vous bossez? Et ça a ramené un petit peu la chose à se recentrer, nous, au produit, à se poser les questions. En fait, on a pris une matrice, on s'est dit, il y a 6 axes. Les axes stratégiques de la boîte, ils sont là, ils sont connus. Ça fait 6 mois, 1 an qu'on les a. On les retravaille un petit peu à chaque fois, mais c'est assez clair. Et on a fait les étapes du parcours client. Donc de lead à client, de client à utilisateur, d'utilisateur à utilisateur actif et d'utilisateur actif à référal, donc quelqu'un qui va recommander l'application. Sachant que toute boîte, notre objectif c'est quand même de passer tous nos leads en référal. Enfin, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui... Ah, un petit coup de noir. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant un peu ce mapping des projets sur lesquels on était en train de bosser au produit, que ce soit le backlog ou ce sur quoi on était en train de bosser, que 90% de nos efforts étaient concentrés sur 2 étapes du parcours client et 2 axes stratégiques. Et en fait, pendant tous ces changements depuis le début, on a un peu oublié quelque chose. En tout cas, c'est vraiment un retour d'expérience et c'est de façon très franche. Qu'est-ce que les basiques du produit. Et on a passé énormément de temps à réfléchir à l'orga, à Scrum, au Kanban, au daily meeting, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la semaine, le rétro, achat, etc. Alors ça, du temps, on y a passé. Mais on a souvent oublié que pour nous, le produit, c'est maîtriser la chaîne de création de valeur. Et on a repris totalement à zéro en septembre et on s'est créé vraiment une méthode de définition. Quelles sont les étapes pour passer d'une idée à un projet? Quelles sont les étapes pour passer d'un projet à une expérience d'un projet? Comment est-ce que je définis mes KPI? Qu'est-ce que je fais pour le découper, faire des stories? Pour qu'à la fin, l'objectif c'est que nous, on puisse délivrer de la valeur en continu et toujours plus, que ce soit pour le client, pour la boîte et avec une vision long terme. Et c'est un petit peu le retour d'expérience de ces 4 ans, c'est de se dire qu'on passe beaucoup de temps à réfléchir à l'orga, mais en fait, nos produits, c'est la valeur, et à la tech, c'est un peu, en gros, aujourd'hui, juste pour revenir par l'organisation tech qu'on a actuelle, si on reprend, en gros, c'est des équipes qui sont par corps techno, donc iOS, back, front et data.
et on crée des micro-teams par projet. Je pense que vous voyez un petit peu cette matrice, c'est la matrice de Spotify qu'on a pris à l'envers. Donc là, on l'a mis dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui, il faut faire un focus sur la qualité. Donc on met les teams par techno pour se focaliser sur la qualité et des feature teams comme ça. Et après, si jamais on réinverse, on va retrouver la matrice Spotify, c'est après on fait les feature teams et après on crée des squads par techno. Mais en soi, une dizaine de projets aujourd'hui qui tournent et un projet sort, il y en a un autre qui rentre. On fonctionne en Kanban, délivré en continu, etc. Les projets ne touchent pas forcément à l'iOS, back, front et data en même temps. Il y en a certains qui ont uniquement l'iOS, qui vont durer 3 jours, d'autres qui vont durer une semaine. Il n'y a jamais un projet qui va durer 2 mois. Toujours des projets qui sont découpés en expérience. Et parmi tous ces projets-là, il y en a qui ont, il y a toujours une seule expérience par projet. Et la durée de vie du projet, elle dépend du nombre d'expériences qui la composent. Et tout ça pour en revenir au fait que, en gros, pour nous, le plus gros apprentissage qu'on a, c'est que, même si la tech et le produit, c'est une seule et même équipe, en termes de responsabilité, la tech doit être garant de la delivery et de la qualité, et nous, de la valeur. Et que souvent, au produit, on passe beaucoup de temps à réfléchir à comment est-ce qu'on va augmenter la delivery et la qualité, et pas assez sur la valeur. Et du coup, c'est quelque chose qu'on porte aujourd'hui. Et après, effectivement, ramener les équipes ensemble pour faire avancer le produit et la tech ensemble vers un produit qui soit de qualité, qui délivre de la valeur, et on continue. Mais voilà, la séparation de la responsabilité est quand même assez important, et c'est un peu le plus gros retour d'expérience qu'on a eu sur ces 4 ans. Et en termes d'analyse de temps, sur ces 4 dernières années, à un moment, justement quand on s'est posé là cet été, on s'est rendu compte qu'on passait 80% de notre temps à suivre les projets, et en amont, on avait passé 20% du temps à faire de la recherche sur qu'est-ce qu'on devrait vraiment faire, comment est-ce qu'on devrait le faire, pourquoi on le fait. Et là, notre objectif aujourd'hui, c'est d'inverser ce timing en passant 80% du temps à faire de la recherche, à trouver quelle est la valeur qu'on veut apporter à tel projet, à justifier quel KPI est-ce qu'on impacte et à mesurer l'impact qu'on a in fine, et 20% du temps à suivre le développement de la feature. Et on fait davantage confiance aux développeurs là-dessus. Voilà. Merci. On recrute, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Du coup, comment vous la matérialisez cette phase justement de mettre la valeur au centre des projets? Parce que là, dans la matrice, c'est plutôt une matrice de delivery. Comment vous, en fait, les projets durent 3 jours, 10 jours, ok. Mais du coup, comment vous prenez le temps de remettre cette valeur au centre de vos projets? En fait, du coup, on a vraiment séparé justement la matrice que je montrais, c'était la matrice de delivery. Donc, on a séparé cette matrice-là qui est plus rattachée à la tech, et on a créé notre propre matrice de sélection et de tri des projets. Donc, une idée, elle peut venir. Donc, on a vraiment ce côté idée qui peut venir soit du client, soit en interne. N'importe qui peut nous soumettre une idée. Après, on va faire une sélection. Là, c'est là. On va faire une sélection des idées en fonction de KPI, d'informations qu'il faut remplir pour que cette idée puisse être une idée valide, d'accord. D'une idée valide, on va pouvoir la passer en projet, donc c'est là où on va avoir tout le travail de recherche, de savoir est-ce que ça impacte, comment est-ce que ça impacte de clients, quel axe stratégique ça va impacter au niveau de la boîte, à quel endroit du parcours client on va impacter avec ce projet, combien est-ce que potentiellement ça peut nous rapporter s'il y a des chiffres à sortir, est-ce qu'on va impacter le CAC, voilà. Donc vraiment essayer de faire toute la partie recherche pour qu'un projet devienne viable et en tout cas puisse rentrer dans la phase de priorisation, à savoir j'ai suffisamment d'informations pour pouvoir prendre la décision de prendre ce projet ou pas. Et en plus de ça, et après une fois, les idées, tout le monde nous les suggère dans la boîte. Et ensuite, cette partie recherche, déterminer quel KPI ça va impacter, combien est-ce que ça va impacter, etc. Ça nous permet de justifier à Pierre, Paul et Jacques pourquoi est-ce que son idée elle est passée en priorité par rapport à X ou Y. Et après, derrière, il y a tout un travail de découper le projet en expériences, on appelle ça des expériences,
et donc qui ne doivent pas durer plus d'une semaine. Alors après, on revient sur les méthodes, mais l'expérience doit toujours apporter de la valeur. On ne va pas prendre le projet, par exemple, si on prend l'exemple d'une feature, souvent le réflexe classique de la feature et du découpage de la feature, c'est-à-dire on prend le parcours utilisateur, et puis on va le découper du début jusqu'à la fin, puis on va les déplacer dans les sprints, et puis on va se dire, bon ben voilà, au bout de 4 sprints, j'ai fait ma feature. Mais en fait, là, l'idée vraiment, c'est de se dire, bah non, on va faire des expériences qui doivent avoir un impact utilisateur. Donc potentiellement, je vais commencer par la fin de ma feature. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, au bout des 15 jours de la première expérience, je puisse le mettre dans la main des clients. Et est-ce que j'ai validé le fait que mon projet a du sens dans la matrice? Et toujours essayer de remettre en question le bien fondé du fait que le projet soit là et que l'expérience soit là, et toujours remettre en question les hypothèses pour qu'elles fassent avancer les KPI de la boîte dans le bon sens. Une question derrière. Moi j'avais une question, j'ai trouvé un point super intéressant que vous avez souligné, c'est de passer de cette logique de top-down à une logique de des équipes font remonter un roadmap à 6 mois. J'ai une question très pragmatique. Dans une boîte, on doit justifier d'une série A et d'une série B où chaque euro investi doit avoir un ROI positif. Comment on fait pour convaincre le CEO que la roadmap à 6 mois est la bonne? En fait, 6 semaines est la bonne. Ouais, justement, c'est le fait, le CEO, en fait, on l'a convaincu du fait de dire quel est le KPI que tu veux impacter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va impacter à 6 mois? Ok, bon, il y a 2 KPI, il y a le MRR et il y a le NPS, qui étaient vraiment les KPI clés qui nous impactaient. Quel est l'objectif que tu veux nous donner? Dis, moi, si on arrive à X de NPS et X de MRR, je suis content. Je dis, bon, très bien. Du coup, toutes les 6 semaines, on donne cet objectif-là, c'est l'objectif final, donc le cap à suivre. Donc ça, on a discuté de l'objectif. Oui, il y a une discussion de l'objectif, cap à suivre, et après, toutes les 6 semaines, les équipes viennent nous proposer qu'est-ce qu'elles vont faire et surtout en quoi elles ont fait évoluer le KPI. C'est-à-dire qu'on part d'une base qui est de X et il faut faire évoluer le temps, donc toutes les 6 semaines, comme c'est relativement court, ça permet de donner de la visibilité sur une période assez courte, de voir l'évolution et de pouvoir ajuster le tir si jamais. Si tu lui dis, je vais te faire une roadmap, les équipes font des roadmaps de 3 mois pour un impact à 6 mois, là il y a plus de risques. Alors que si c'est toutes les 6 semaines, ça prend un peu plus de sens. Avec tous les 6 semaines, on le présentait à lui, et puis il y a une sorte de comité de validation de la roadmap, et il validait aussi ce roadmap. Donc vous partiez sur des hypothèses qui disaient tel projet va impacter de temps. Ouais. Merci. Donc, imaginons, n'importe qui peut soumettre une idée. Comment ces idées sont réappropriées par le produit, au sens et comment ça s'articule avec la gestion de projet, du coup, et finalement, comment vous arrivez à construire des personnalités produits avec des expertises. La notion d'expertise elle est hyper importante. Comment vous arrivez à garder cette espèce de ligne droite, quoi. En fait, si on revient à la matrice à double entrée où tu as les étapes du parcours client et les axes stratégiques, en fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque idée, pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle impacte au moins une étape du parcours client et au moins un axe stratégique. Et à partir de ce moment-là, en fait, les PM sont répartis plutôt par axe stratégique et vont prendre en main donc, du coup, l'idée et essayer de la faire vivre avec la personne qui l'a soumise. Donc c'est pas au produit d'aller remplir les informations sur le projet, pas forcément sur l'idée, pas tout le temps, mais on va aller les voir, on leur dit bon voilà, qu'est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on peut faire évoluer le truc, quel est le bien fondé de l'idée, et essayer de la faire grandir, quoi. Ouais, ça permet en plus d'impliquer des gens d'autres teams dans la construction du produit et de développer ta culture produit dans la boîte. Et que les autres comprennent aussi que c'est pas si simple de pouvoir prioriser et qu'il y a un moment il faut de l'information et c'est pas juste ah ouais tu sais si on fait ça je suis sûr que ça va marcher. Très bien, prouve-le. Bien, on prouve ensemble si tu veux. Eh ben merci. Avec plaisir.